Bonjour et bienvenue dans ce vlog de février. Alors tout d'abord j'avais envie de vous montrer les lectures que j'ai terminées courant janvier, fin janvier. J'ai donc terminé ce bouquin sur les poisons. Assez intéressant, il faut l'avouer, hein. J'ai surtout retenu que la Russie était très très bonne pour inventer des nouveaux poisons. Voilà, on va de l'arsenic au mercure, au plomb pour les plus basiques. Après, on passe un petit peu au phosphore. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Très intéressant le phosphore. La ricine pour passer au sarin. Et puis après, on avait le thallium, l'anthrax. Et pour finir avec la dioxine en passant par le palladium. Et même pour finir par le Novichok. Voilà. Plein de choses hyper intéressantes. Alors dans ce bouquin, moi j'ai bien aimé toutes les histoires qui sont un petit peu passées en 1800 et quelques, parce qu'on est dans les premiers meurtres, là on ne pouvait pas encore faire d'analyse en fait du sang, de repérer les différents poisons. Et l'arsenic était vachement utilisé en fait pour se débarrasser de son mari, de son voisin, de quelqu'un qu'on n'aimait pas. Voilà, donc il y a vraiment il y a quelques histoires de familles comme ça, de personnes qui ont tué leur mari, de dames qui ont tué leur mari. Il y a aussi toute une explication sur les Borgia. Alors moi j'ai jamais regardé la série des Borgia, mais ça m'a intriguée. Je me suis dit, oula, ça a l'air très intéressant. Voilà, Catherine de Médicis. Et aussi il y a un article sur le marquis de Sade. Le marquis de Sade qui avait comme habitude d'empoisonner aux cantharides ses victimes. Alors pas vraiment ses victimes parce que voilà, mais le marquis de Sade est connu pour ses écrits quand même assez violents, hein, presque BDSM on va dire. En tout cas SM, mais je ne savais pas que, je pensais que c'était un délire de ce mec en fait, que c'était vraiment, voilà, que dans ses écrits. Finalement, il est vraiment comme ça, voire pire dans sa vie privée. Donc, je pense que je vais essayer d'aller me trouver une petite biographie sur le marquis de Sade. Voilà, moi j'aime bien un peu les gens zarbi comme ça, qui sont un petit peu zinzin dans leur tête. Il y a même le datura, qui est une plante. Je vais vous montrer ça, voilà. Qui est une plante magnifique et qui fait pas mal fureur en Bretagne. Il y a beaucoup de gens qui veulent ce type de plante dans leur jardin. Bah franchement, quand je vois comment on peut se faire empoisonner par cette plante, rien qu'en la tripotant, moi personnellement, j'ai pas trop envie de l'avoir dans mon jardin. Voilà, j'adore. J'en ai d'autres, je sais que sur ma liste, ma wishlist Amazon, je sais que j'en ai un autre sur les poisons, les plantes qui sont poisons pour l'homme. Et je pense que je vais peut-être investir dedans. Quoique j'avais dit que j'achetais pas trop de bouquins cette année. Et justement, pour en revenir à ce que je disais dans le dernier vlog, que c'était quasiment impossible de passer une année sans acheter de bouquins, clairement oui, parce que déjà j'ai acheté le Respire, que j'ai mis un peu en cadeau d'anniversaire, un peu en avance pour pouvoir rentrer dans le challenge de Vox. Mais après, sur Vinted, j'ai des livres que j'ai envie d'acheter. Et là, il y en a un qui est passé. La personne l'avait mis à 20 balles, ce qui était exorbitant, on va dire, presque au prix normal. La personne déménage et elle s'est mise à mettre tous ses bouquins à 5 balles. Et moi, je peux vous dire que là, j'ai sauté sur l'occasion. Je ne l'ai pas laissé passer car c'était l'édition que je voulais. Donc, c'est Watership Down de Richard Adams en édition Monsieur Toussaint l'Ouverture. Alors, ils l'ont édité une première fois. Je crois que c'est un espèce de lapin en grand, hein, juste un dessin de lapin. Ils l'ont édité dans cette version-là. Il y a une autre couverture que vous verrez chez Curieuse Bibliothèque, parce qu'en fait, on a eu la même envie au même moment, car il a, lui, acheté la dernière version, en neuf, je pense, dans une librairie. Et ouais, en fait, quand il l'a acheté, ça me fait rire, parce que je venais juste de commander cette version-là sur Vinted. Voilà, en parfait état. Moi, c'est la couverture que je préférais, en fait. Voilà, hop, on va mieux la voir si je recule un peu. J'aimais bien ce côté forêt en forme de lapin. Voilà, moi j'aimais bien cette couve. Donc je voulais absolument l'avoir en grand format. Par contre, je pensais pas qu'il était aussi gros. Voilà, on a encore un pavé de 530 pages. Mais voilà, malheureusement, je vais pas le lire tout de suite parce qu'il ne rentre pas dans le challenge de Vox.
Je pense pas. Bah, y a pas comme thème une histoire où le personnage principal est un animal. Voilà. Vox, si tu peux noter ça quelque part pour l'année prochaine, ça me ferait grandement plaisir pour que je puisse sortir celui-ci. Si je le sors pas entre août et janvier 2026, tu me ferais grandement plaisir de mettre une catégorie où le personnage principal est un animal. Voilà, merci. Ouais, je suis pressée quand même de lire ce bouquin, mais sinon, dans le cadre du challenge, vu que j'avais fini mes lectures, à partir du 1er février, j'ai commencé un Stephen King. Alors, dans l'ordre logique des choses, comme je voulais lire les livres dans l'ordre chronologique de leur sortie, parce que comme il y a pas mal dans chaque bouquin de ces livres, il y a des références. Même dans celui-là, j'ai trouvé une référence à Kuro, alors que je suis même pas, je suis à la page 90, voilà. Dans chaque bouquin, il y a quasiment une référence à ces livres qu'il a écrits avant, donc du coup, c'est quand même plus sympathique de lire dans l'ordre, comme ça, tu repères les petits clins d'œil, sinon, bah, tu les repères pas. Voilà, moi je sais que j'ai lu, comment il s'appelle? Ah, celui qui vient avec, après Dr. Sleep, après Shining Dr. Sleep, et Outsider. Moi j'ai lu, bah je l'ai lu directement comme ça, voilà, j'ai pas... alors il se lit très bien tout seul ce bouquin, hein. Moi j'ai pas eu de problème pour comprendre l'histoire, mais il y a plein de petits clins d'œil en fait que moi bah j'ai pas vu quoi. Voilà, je serai obligée de le relire quand j'aurai lu les autres d'avant. Attends, ou Lucider c'est après Monsieur Mercedes et Carnet Noir? Est-ce que je suis pas en train de me planter là? Je sais plus. Bref, je sais qu'il y a un personnage qui est présent dans d'autres livres avant, voilà, bon bref. Vous avez compris, j'ai encore passé 3 heures à raconter n'importe quoi. Dans l'ordre des choses, donc j'aurais dû lire par rapport au challenge de Vox que je sorte Christine, la voiture, là. Sauf que j'en avais pas spécialement envie, et que Adeline de Ténébris Somnia m'a dit « Oh oui, lis La part des ténèbres de King », du coup bah, voilà. J'ai commencé par ce livre. Alors... c'est l'histoire, on commence avec un petit garçon, et là je me suis dit, oh, ça pourrait rentrer dans la case antagoniste enfant. Bon, bah après, j'ai vu que pas vraiment. Mais bref, on commence par l'histoire d'un petit garçon qui a une tumeur au niveau du cerveau, qui se fait enlever cette tumeur, qui ressemble fortement à, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc bien dégueulasse, une espèce de tumeur où tu as les cellules souches qui font ce qu'elles ont à faire mais pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'elles vont te faire des dents, des cheveux, elle a fait un œil, des dents, je crois pas qu'il y ait de cheveux, alors je vous mettrai le nom, juste là, de comment ça s'appelle cette tumeur là. Lui il donne pas le nom précis de cette tumeur, mais en gros le garçon il a une tumeur, voilà, alors j'ai pas l'impression que ça lui affecte plus que ça. Je pense qu'il doit avoir un lien plus tard dans le bouquin, mais pour l'instant pas tellement. Et puis ce gosse devient écrivain, voilà. Il va donc écrire sous un pseudonyme pour avoir la liberté de pouvoir écrire ce qu'il veut, parce que voilà, il avait écrit une première œuvre, très bon accueil, tout ça. Et puis bah oui, après bah t'es un peu en page blanche à te dire attends la seconde œuvre, comment ils vont l'accueillir, si je fais un truc différent, machin. Ça l'a un peu bloqué et il a pensé donc écrire sous un pseudonyme afin de pouvoir libérer en gros son écriture, l'écrivain qu'il a à l'intérieur de lui tout simplement. Et en fait un jour voilà, il s'est dit ah bah dis je vais enterrer ce pseudonyme, et puis il va faire un article pour People avec des photos, il fait semblant de faire l'enterrement de ce personnage, voilà. Et il va arriver plein de trucs liés à l'enterrement de ce personnage. Et c'est toute la clé de ce bouquin, mais vu que je suis qu'à la page 90, voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je peux simplement dire que j'avais pris l'habitude des Stephen King, où tu avais, comment dire, beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Voilà, beaucoup de descriptifs, pour te décrire beaucoup de choses, les personnages, nanani, nanana. Ah bah là, ok, t'as la petite description de la vie du gosse, la vie de la personne au début, puis après t'es à l'âge adulte, j'ai oublié de préciser. Deuxième chapitre, tac, t'es à l'âge adulte, où il devient donc écrivain. Et on est vraiment projeté, voilà, dans petit flashback de ce qui s'est passé en son enfance, tac, à l'âge adulte, tac, on est directement plongé dedans, il n'y a pas de grosse description, tout ça, voilà. Direct dans l'action, pouf pouf pouf, tu tombes dedans. Donc ouais, ça s'enchaîne assez rapidement là, il y a plein d'événements, t'as envie de savoir là.
il se passe des trucs, j'ai pas spécialement envie de tout vous raconter. En gros, il y a l'employé du cimetière du coin qui retrouve un trou, un endroit où il n'y a pas de tombe, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sorti de cette tombe, parce que voilà, au niveau des buts, de la terre, la façon dont la terre elle est mise, il y a des empreintes, et on dirait vraiment que quelqu'un est sorti de la terre, voilà. Donc il y a l'espèce de peut-être mort-vivant qui se balade quelque part dans la ville, et en même temps, bah il y a des meurtres, voilà. Ce que je peux en dire pour l'instant. Bon bah j'avance pas très vite, hein. C'est un mois de février où je suis un petit peu au ralenti. Ouais, je rentre du boulot. Alors, le seul truc que j'ai pas ralenti et que j'ai bien avancé, c'est dans le visionnage de vos vidéos. Voilà. Là, j'ai un petit retard d'une petite dizaine de vidéos dans l'ensemble des comptes que je suis. Donc, voilà, c'est raisonnable. Il y en a, je suis à jour. Les trois quarts, en fait, je suis à jour. Les trucs qui me restent, c'est les trucs, voilà, je vais pas dire on s'en fout, mais c'est des comptes qui ont énormément de vues et que je commande jamais. Voilà, en gros, sur lesquels que j'ai pas encore trop vu leurs vidéos, voilà. Oui, parce que je suis pas que des chaînes de bouquins, je suis des chaînes d'autres trucs. Donc là, je suis à peu près à jour dans les trucs de chaînes de bouquins. Et ben voilà, j'avais que ça à vous raconter. C'est déjà pas mal hein, pour une ouverture de vlog. Bon bah, on se retrouve un petit peu plus tard. Ça fait un bail et seulement un instant pour vous qu'on ne s'est pas vu. Pour moi, ça fait déjà une quinzaine de jours qu'on ne s'est pas parlé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours? Pas grand-chose. Événement personnel, mon chauffe-eau m'a lâché. Voilà, donc j'ai dû lâcher un gros billet avec 2 zéros pour faire remplacer mon chauffe-eau. Bon, après, je sais... Je pensais bien quand j'ai acheté la maison que ce chauffe-eau datait de quand l'ancien propriétaire avait acheté la maison, fait des rénovations. Je pense qu'il avait changé le chauffe-eau assez rapidement. Donc il avait une grosse dizaine, voire une quinzaine d'années. Au mieux il avait 10 ans, au pire il avait une quinzaine d'années. Donc c'était tout à fait normal qu'il me lâche dans les mains un jour. Et ben voilà, c'est fait, c'est remplacé. Voilà, joyeux Noël, bonne année et bon anniversaire. Voilà, je me suis offert un chauffe-eau. Bref, pendant ce temps-là, eh ben, j'ai quand même un petit peu lu ce Stephen King. Voilà, alors clairement, non, j'ai pas terminé. Je mettais mes petits... Alors j'avais un deuxième marque-page. Vous me connaissez maintenant, ce petit côté un petit peu psychopathe de mes 30 pages par jour. Donc j'avais un deuxième marque-page. Pour savoir où j'en étais, bah là clairement j'avais plus de 250 pages de retard et le marque-page bah, il est arrivé clairement au bout. J'aurais dû terminer ce livre bah, le week-end dernier et puis ça n'a pas été le cas parce que voilà, je rentre du boulot, c'est toujours pareil, je suis un peu claquée, me lever à 4h du mat, j'ai toujours autant de mal. Ce qui fait que ouais, je suis chez moi à 14h, le temps de manger, bah voilà 14h, 14h30, le temps que je décoince il est déjà 15h. Et généralement, à part avoir envie de dormir ou glander grave et faire des choses que j'ai à faire dans ma maison, et bien souvent bah, je lis, mais au bout de 10 minutes, bah, ou je me tape une grosse sieste, ou je lâche l'affaire, ou mon cerveau se dit plutôt « Oh, pourquoi tu n'irais pas te balader sur internet parce que c'est vachement plus sympa ». Et puis ça me demande beaucoup moins d'efforts que d'essayer de comprendre des lettres les unes à côté des autres qui font des mots, des phrases et une histoire. Voilà, j'en ai marre, j'ai envie de me reposer. Donc voilà, mon cerveau ne suit plus alors que j'ai pas forcément un job où j'ai besoin extrêmement de mon cerveau, mais je sais pas, là il est aux abonnés absents en ce moment. Et donc bah, je lis très peu et bien dans la part des ténèbres de King, je suis quand même arrivée à la page 288. Là clairement je suis arrivée dans un moment de creux. Stephen King c'est souvent comme ça, au début c'est assez intensif, il se passe plein de choses. Et puis des fois il y a un moment où c'est un petit peu plus lent et là je suis dans cette passe là. Et c'est pas ce qu'il fallait pour me redonner envie de lire. Alors je suis pas en amour complet avec ce bouquin parce qu'il me fait... Alors en fait on est, pour revenir au tout début, on est donc avec un gars qui a eu une tumeur quand il était petit, il est devenu écrivain plus tard, il a écrit sous le nom d'un pseudonyme parce que voilà, il préférait, et puis il avait une totale autre personnalité quand il écrivait avec ce pseudonyme, il osait en fait écrire plein de choses diverses et variées, des meurtres, des trucs hyper dégueulasses.
qu'il n'osait pas l'écrire en fait sous son nom. Un jour, il y a un de ses admirateurs qui découvre qu'il est en fait que ce pseudonyme n'est pas un pseudonyme et que c'est quelqu'un d'autre qui se cache derrière ce nom et pas le vrai, je sais même plus comment il s'appelle. Cet auteur décide de tuer son pseudonyme. Et à partir de là, son pseudonyme va devenir un petit peu vivant. On ne sait pas trop, mais il va commencer à faire des meurtres. Alors on ne sait pas en fait dans cette histoire si c'est quelqu'un qui va se venger de la mort de son personnage, de son écrivain préféré, en faisant des meurtres un peu dans le style des personnages qui étaient présents dans les livres de cet auteur. J'espère que vous me suivez toujours, de cet auteur pseudonyme. Et ou si c'est le personnage, le mec de ce bouquin qui a donc un pseudo, qui a une double personnalité et qui fait ses meurtres un petit peu en cachette. Et qu'il aurait une espèce de bipolarité, vous voyez. On ne sait pas trop. Mais voilà, donc là on est vraiment dans une accumulation de meurtres les uns à la suite des autres, les plus en plus dégueulasses. Et la particularité en gros c'est que ce meurtrier ressemble à s'y méprendre à cet auteur fictif qu'il a inventé, donc ce pseudonyme. Parce qu'il en a fait une description, lui voilà, il s'est imaginé en fait cet auteur, son double, il s'est imaginé comment il était et c'est réellement la description du tueur. Donc pour l'instant on ne sait pas trop. Et ce qui m'a dérangé depuis le début, c'est que moi j'ai déjà lu Outsider, qui est un bouquin beaucoup plus récent par rapport à celui-ci, parce que là on doit être dans les... je sais pas quelle année il est sorti celui-ci, début 90 ou fin 80, 93, voilà, il est sorti en 93. Outsider est sorti dans les années 2000, un truc comme ça. Et dans Outsider, vous trouvez donc un personnage qui a les traits identiques à un autre personnage qu'on va accuser de meurtre. Et là, on est tout à fait dans le même délire, parce qu'en fait, le tueur a la même empreinte digitale, la même empreinte vocale que l'auteur d'origine de ces livres, l'auteur principal. Et voilà, et je trouve que ça me fait vachement penser à ça, même si l'histoire est totalement différente, mais je trouve qu'il y a plein de... Dans l'ordre des choses, on va dire, je m'autocoupe, c'est bien, dans l'ordre des choses, on va dire que ce bouquin a dû inspirer un petit peu Outsider. Voilà, il a dû se dire, tiens, j'avais fait une histoire il y a quelques années, et puis je vais reprendre un peu ce même thème de double personnalité, de double identité plutôt. Et voilà. Bon, il me reste, clairement j'ai passé la moitié, il me reste moins de 200 pages. J'espère que ça va reprendre un petit peu en rythme parce que là voilà, là il s'enfonce un peu, voilà, l'auteur va essayer d'aider un peu les flics à retrouver ce double, en quelque sorte à comprendre, et là je trouve qu'on commence un petit peu à s'enliser, donc j'espère que ça va rebondir. Sinon, j'avais aussi envie de vous parler des séries que j'ai regardées durant ces 15 derniers jours. J'ai donc sur Netflix, parce que j'ai un abonnement Netflix, donc plutôt en profiter, j'ai regardé la série animée Exploding Kittens. Alors, c'est l'histoire en fait de Dieu qui descend sur Terre sous forme de chat. Voilà, il est puni et on le met sur Terre sous forme de chat, on le fait descendre dans une famille. Alors, on est un petit peu dans le même style de dessin que les Griffins, oui je crois que c'est ça, ouais, un peu comme les Griffins, voilà. C'est hyper drôle, c'est hyper sympa. Il n'y a pas que Dieu qui descend en chat, il y a aussi Madame Démon qui descend en chatte, et c'est assez comique. J'aime beaucoup cette série, franchement j'ai kiffé. J'aime beaucoup cet humour un peu décalé comme ça, et malheureusement il n'y a que 9 épisodes, donc j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai beaucoup aimé cette petite série animée. Ensuite, j'ai regardé une vraie série, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe de quelle origine elle était. J'ai regardé Decameron, alors j'ai commencé à regarder Decameron, donc c'est une série un petit peu décalée où on est au Moyen-Âge. Il va avoir la peste. Voilà, il y a la peste. Donc il y a beaucoup de rois, de ducs, de duchesses, de princesses, voilà, qui vont mourir. Et il y a un... je ne sais même plus ce qu'il a comme titre le mec, mais bon, on va dire un duc, qui invite
je crois, oui, ça, il invite à son mariage tous les hauts placés du coin, et bah bien sûr il n'en reste plus énormément. Donc ils vont faire tout le chemin jusqu'à ce palais pour aller voir ce pseudo-mariage. Voilà, donc on a la mariée qui va enfin découvrir son mari. Et puis on a d'autres personnages. Et puis il y a des quiproquos. Et puis ça part totalement en live. Et je n'ai pas fini cette série, mais c'est un humour totalement décalé. Alors je trouve qu'il manque par moments vraiment un décalage complet. Mais j'adhère bien à cette ambiance un petit peu loufoque qu'il y a dans cette série. Et puis de toute façon ça parle de Moyen-Âge, de château, de princesse, de chevalier, de meurtre, voilà. Et j'en suis seulement à l'épisode 3 sur 8 épisodes. Donc ça je pense que je vais aller jusqu'au bout. Et sinon, une série que j'ai un petit peu plus avancée, c'est la série Ghost. C'est la version américaine d'une série anglaise. Alors, je ne connais pas du tout la série anglaise. Mais là, on est sur un couple qui hérite d'un manoir. Manoir, je vais te dire plutôt... ouais, si, c'est un manoir. Grosse demeure. Gros manoir. Et il y a des fantômes dans ce manoir. Et c'est la particularité de ces fantômes, c'est qu'ils sont issus de différentes époques. C'est un mélange entre un viking, un indien d'Amérique. Nous avons une dame qui doit être du 18e siècle. Nous avons quelqu'un qui est mort assez couramment. Nous avons un chef scout aussi, qui est mort aux années 80. Nous avons une hippie. Ouais, c'est vraiment, il y a quasiment un personnage, un fantôme par décennie. En quelque sorte, hein, parce que bon, entre les Vikings et maintenant, il aurait pu y avoir 400 personnages, mais ouais, il y a une dizaine de fantômes dans cette maison. Et la femme qui a acheté ce manoir veut en faire donc un espèce d'hôtel, un espèce de bed and breakfast. Et elle va avoir un accident, elle va tomber, je crois, dans les escaliers, elle va donc se cogner la tête, elle va faire un demi-coma, et depuis... elle voit les morts, voilà. Donc elle communique avec tous ces habitants de cette maison et voilà, qui sont pas d'accord avec elle pour faire donc un bed and breakfast parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir 50 millions de personnes à venir chez eux. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça. J'ai quasiment envie de dire que chaque épisode raconte la vie d'un de ces fantômes. Et on va donc suivre ce couple qui est au milieu de fantômes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé là au début dans cette série, alors on ne voit pas dans les premiers épisodes, je vais un petit peu vous spoiler, si je vais un peu vous divulgacher la chose si vous commencez cette série, c'est qu'il n'y a pas que des fantômes dans les pièces principales où on voit. Il y a aussi un petit groupe de fantômes fort sympathiques à la cave. Voilà, et la particularité bah oui, de cette série, c'est pareil, le côté un petit peu humoristique de cette série, c'est qu'il n'y a que la jeune femme qui voit les fantômes, son mari ne les voit pas, donc des fois elle parle aux fantômes, son mari croit qu'il lui parle, voilà. C'est un humour assez classique, ça sort pas, voilà, c'est pas original comme série, mais j'ai bien aimé. Bon. Celle-ci aussi, je vais la terminer, je pense que je vais terminer ça pour fin février. Et puis, depuis le début de cette vidéo, vous dites, mais c'est quoi ce gros truc vert là qu'elle a devant elle qui prend la moitié de l'écran là? Eh ben, c'est tout simplement que j'ai une liste Amazon et que quelqu'un m'a fait un cadeau récemment. Bon, je sais qui c'est, hein. Je ne vous dirai pas. Voilà, et moi j'ai beaucoup aimé, c'est que je ne savais pas du tout qu'Amazon, quand tu demandais l'emballage cadeau, eh ben, tu te retrouvais avec un espèce de tote bag, sac, vire-sapin. Bon, je pense qu'elle est sûrement peut-être différents coloris, mais je trouve ça super sympa comme emballage. Quand je vois que chez Sephora, quand tu demandes un emballage cadeau, t'as l'article que tu as commandé en cadeau, et puis t'as la pochette en papier, d'espèce de pochette voilà, aux couleurs de Sephora. Ils te même mettre le petit scotch, hein, mais démerde-toi pour mettre le truc dans le machin. Que là, Amazon te le fait. Je trouvais ça assez cool, surtout pour un envoi qui arrive directement chez la personne à qui tu offres le bouquin, en l'occurrence. Voilà, c'est magnifique qu'elle porte. Bah moi je trouve ça assez sympa de recevoir directement dans un emballage cadeau. Au moins, t'as une deuxième surprise. Voilà, et bien, une charmante personne m'a offert ce énorme bouquin qui était dans ma wishlist que j'avais vu. Ça s'appelle La Nouvelle Histoire du Moyen-Âge. Voilà. J'ai une passion pour l'Égypte, mais j'ai aussi une énorme passion pour le Moyen-Âge. C'est une période que j'aime beaucoup et c'est vrai que depuis, on va dire, le collège, hein, sachant que j'ai dépassé largement la quarantaine d'années, eh bien le collège pour moi c'était il y a plus de 30 ans et en 30 ans on a fait beaucoup de découvertes au niveau moyenâgeux.
Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais voilà, on a fait énormément de découvertes. Il y a des choses peut-être qu'on pensait à l'époque qu'on ne pense plus maintenant, voilà. Donc là, ils ont réécrit entièrement l'histoire du Moyen-Âge et j'avais envie d'avoir ce livre. Alors c'est à première vue, quand je l'ai feuilleté, ça a l'air chronologique, mais avec des thèmes. Voilà, là on a le second Moyen-Âge, l'avènement d'un nouveau monde. Bon, juste avant c'était le premier. Voilà, mobilité, stratification sociale, monarchie d'Occident. Voilà, vous avez différents thèmes comme ça, les nouveaux outils de communication. Et en même temps, hop, je sais pas, je vous ferai peut-être des inserts, ça sera peut-être plus parlant que de juste vous montrer comme ça. Il y a des petites illustrations, hein, et je pense qu'on va mettre 3 siècles à lire ce bouquin parce qu'il n'est pas prévu pour l'instant dans ma palle. Je pense que je mettrai jamais dans un challenge. Ça va être peut-être le fil rouge de l'année. Alors je dis qu'il y a beaucoup de pages. Bon non, ça va. C'est parce qu'à la fin il y a l'index des noms qui prend quand même... Parce qu'il y a combien? Oui, il y a 1043 pages, mais il y a tout l'index. Ça veut dire qu'il fait moins de 1000 pages. Après, il y a la bibliographie. Ouh, la bibliographie, elle est large. Hein. Voilà, la conclusion. Tac. Eh ben, 938 pages. Je dirais un bon thriller. Ça fait à peu près le même nombre de pages. Ouais, même Tatou ou Jardin de Sable était beaucoup plus gros. Donc, ouais. Bon, je dis pas qu'il y a moyen que je le lise là. Mais je pense que je vais essayer de le lire en fil rouge tout au fil de l'année. Mais, pour ceux qui me suivent sur Livre Addict, je crois, oui c'est ça, quand vous suivez des gens, en fait, vous pouvez voir où ils en sont dans leur lecture, avec des pourcentages. Et ceux qui me suivent ont peut-être remarqué dire, il y a quand même un bouquin, ça fait 2 ans qu'il est là. C'est... ce fameux Les États-Unis pour les nuls, l'histoire des États-Unis. Alors c'était vraiment succinct, moi j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus détaillé. J'ai commencé la série American Primavera, bon bref, primitif. Amérique primitif. Alors en français, c'est traduit par l'origine des États-Unis, le début des États-Unis. Je sais plus. Non, je l'ai fini cette série en plus. Je sais plus le titre. En plus là, je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas regarder dans mon téléphone. En tout cas, en anglais, c'est American Primeval. Bon bref. Je m'enfonce tout doucement. Cette série, elle est magistrale. Alors, faut pas avoir peur des scalpels. Faut pas avoir peur... des Indiens déjà, j'ai envie de dire. Elle est dégueulasse, elle est crade, et pourtant je pense que ça reflète quand même d'une certaine façon ce qu'ont dû vivre les premiers colons américains. Alors on est très justement dans l'aspect colon, l'aspect... j'ai perdu le terme. Merde. Mormons et tout le bordel. Voilà. Cette série raconte la conquête de l'Ouest par les Américains, alors on veut dire les nouveaux Américains, par les colons, par les Mormons, tout ça. En fait, ils sont en train de tuer tous les Indiens pour récupérer leur territoire, ou de tenter de déplacer les Indiens le plus à l'ouest possible pour pouvoir récupérer tous les territoires. Voilà, ce magnifique peuple de conquérants de bip. Et ça raconte bien en fait toute la merde qu'ils ont pu faire et à quel point ce sont des... Voilà. Chacun pense ce qu'il veut, mais j'ai franchement une vision de plus en plus glauque des Américains. Alors, les Américains d'origine, hein, les colonisateurs, hein, voilà. Comme je disais récemment, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Christophe Colomb a colonisé l'Amérique, a ouvert la porte à la colonisation. L'Amérique était déjà connue par les Indiens d'Amérique. L'Amérique était déjà habitée par un peuple. Je ne vois pas pourquoi ces Irlandais et ces Anglais ont été massacrés, un peuple qui était déjà sur place, pour pouvoir prendre leurs biens, pour pouvoir prendre leurs terres et pour pouvoir exploiter toute cette partie de continent que l'Europe ne connaissait pas. Concrètement, la découverte des États-Unis est seulement d'un point de vue européen. Sinon, voilà, les États-Unis existaient déjà, elles appartenaient déjà à quelqu'un.
à tous ces peuples indiens qu'on a gentiment massacrés. Pensez ce que vous voulez, mais cette histoire se répète inlassablement au fil des conquêtes, entre guillemets, de différents pays. Ce n'est pas nouveau et ce sera pas non plus une histoire terminée, hein. Nous avons aussi le même exemple sur notre continent. Voilà. Bref, donc moi, mon objectif pour en venir au bouquin et non plus à une conversation géopolitique, moi j'ai l'intention quand même de terminer celui-ci avant de commencer Voyage. Voilà. Ah bah on se motive comme on peut pour finir ce bouquin qui reste quand même extrêmement passionnant, mais je le trouve extrêmement succinct. Voilà, et puis il y a des moments, il te parle d'événements qui soi-disant étaient des trucs de ouf, alors qu'en fait pas tant que ça, je sais pas. Je trouve que c'est une première approche pour connaître l'histoire des États-Unis, mais si vraiment je veux aller plus loin, il faut vraiment que j'aille acheter d'autres types de bouquins. Voilà, là c'est vraiment la base, niveau collège, hein, voilà. Mais ça fera l'affaire pour le moment. Avant que j'attaque le Moyen-Âge, en Europe bien sûr, hein parce que le Moyen-Âge aux États-Unis n'existe pas, parce que c'était ces petits Indiens qui étaient tranquilles peinards chez eux, et qui vivaient calmement, et qui s'entretuaient aussi entre eux, parce que eux aussi ils conquérissaient un peu les territoires d'autres Indiens et tout le bordel. Mais bon. Et bah sur cette partie extrêmement historique, intéressante et très revendicataire, eh bien je vous laisse là. Je reviens pour vous parler de mes dernières petites emplettes imprévues, hein. C'était vraiment pas dans mes objectifs, mais je suis Blitz Art qui a fait ça sur Instagram. J'ai déjà une de ses œuvres, je vous montrerai juste ici le tableau que j'ai de lui de âme sensible. Et il a fait une série en fait au cours de l'année dernière, je sais plus exactement à quel moment il a commencé à faire ça, mais il a fait une série sur les signes astrologiques et j'ai eu envie d'avoir le mien, donc au format A3 que j'ai posé là pour l'instant pour vous le montrer. Il va falloir que je fasse un petit trou dans un mur pour pouvoir le poser, je ne sais pas encore exactement où il va aller, mais il trouvera bien sa petite place. J'aime beaucoup cet artiste. Voilà, il fait des choses un petit peu dans une ambiance, on va dire, Tim Burtoniesque. On pourrait dire ça un petit peu comme ça, en noir et blanc, au crayon. Ce sont des œuvres à numéroter, limitées, voilà. Et j'ai donc acheté ce format A3. J'avais juste envie de passer un petit coup de gueule. Bon, ça c'est vraiment sur un truc technique particulier. C'est que j'avais des cadres en fait où je pensais que c'était... Je m'y connais quand même en format A3, je sais que ça fait 21,7 par 42, mais j'avais des cadres en fait que j'avais acheté un lot comme ça chez Ikea, je sais pas, j'avais acheté plein de cadres, et j'avais acheté du 30 par 40, voilà, mais j'ai jamais étiqueté que le 30 par 40, en fait tu ne peux pas faire rentrer un format A3 dedans vu que ça fait 42. Et que bien sûr, vu que c'est une œuvre qui est signée et qui est numérotée, et voilà, il n'y a pas de réelle bordure, il y a quoi? Il y a ça de bordure tout autour du dessin. Vous voyez, même le cadre, une fois qu'il est dans son cadre, en fait, on voit même pas la micro-bordure. Donc, j'allais pas découper ce magnifique dessin pour pouvoir le faire rentrer dans un 30 par 40. Donc, j'ai dû commander un cadre 30 par 42. Et vous pouvez pas savoir à quel point c'est difficile de trouver un cadre 30 par 42. Un format donc A3, je sais pas pourquoi Action, Jiffy, tout ça, tous ces magasins-là s'obstinent à te vendre du 30 par 40. Ouais, mais moi je fais quoi des 2 cm de l'œuvre que j'ai envie d'encadrer, quoi? Parce que automatiquement, les gens qui font du dessin, ils travaillent sur du format A4, du format A3, du format A2, du format A1. Voilà, mais pas sur du 30 par 40, purée, c'est un petit peu comme les cahiers à l'école, là, que t'avais le A4, et ce fameux format à la con, alors c'était pas 30 par 40, je ne sais plus lequel c'était exactement, qui était légèrement plus grand qu'un format A4. Arrêtez, merde, il y a des normalisations qui ont été faites, plutôt les utiliser. Pourquoi vendre des cadres 30 par 40? À part pour faire une maryse tout autour, et je crois que ça s'appelle comme ça, maryse, ouais, ou marquise. Ah, j'ai toujours un doute sur comment ça s'appelle, le cadre en papier que tu peux faire avec le trou où il y a l'œuvre. Voilà, à part faire ça avec une œuvre plus petite, pour la mettre en valeur avec un passe... je dirais un passe-plat.
Ah, je sais plus c'est quoi le terme. À part pour faire ça, je vois pas l'intérêt. Ah putain, j'étais contente d'avoir reçu mon œuvre et puis je me dis ah ouais mais non mais en fait j'ai pas de cadre adapté quoi et je ne veux pas sacrifier un bout de cette œuvre. Donc voilà, les péripéties de Marie avec ses cadres. Et puis sinon, eh bien j'ai un petit peu avancé dans ce Stephen King. Alors un petit peu, je sais plus, je vous ai laissé en début de semaine, mais là je suis à la page 350, j'avance vraiment doucement, doucement. Parce que, comme je vous dis, on a un moment un petit peu plat dans le bouquin. Donc cet écrivain, là, je suis arrivée au moment où il va, où son double, on ne sait pas trop là si c'est réellement une autre personne ou pas, mais en tout cas, son pseudonyme va peut-être rentrer en contact avec lui. Voilà. Il avait un délai pour écrire la prochaine œuvre de ce pseudonyme, histoire de ne pas le faire mourir. Et oui, il y a toute une histoire comme ça de ne pas faire mourir ce personnage fictif, cet auteur fictif. Et voilà, en gros c'est ça le thème du bouquin, hein, mais je trouve que là ça avance pas, ça stagne et j'ai vraiment du mal. J'espère qu'il va vraiment avoir un rebondissement, quelque chose d'intense dans les 150-200 dernières pages parce que sinon ça va être hyper compliqué pour lire ce bouquin. Surtout qu'au mois de février j'avais quand même envie de lire un autre livre. Katarzyna, Livre et Sac à dos, a sorti son challenge cette année et sur les signes astrologiques, ça tombe très bien. Et donc ce mois-ci c'est le mois du Verseau et le Verseau il faut lire un essai ou un roman d'anticipation. Alors j'avais 1984 sauf qu'elle a sorti cette consigne légèrement trop tard, je crois qu'on devait être le 1er ou le 2 février et j'avais déjà commencé celui-là quoi. Donc clairement je n'aurai pas le temps de lire 2 livres ce mois-ci. Déjà si j'arrive à le finir celui-ci pour la semaine prochaine ce sera déjà un exploit. Il faut aussi que je monte cette vidéo que je n'ai toujours pas commencé de monter. On est quand même vendredi soir. Je sais pas si j'aurai le temps réellement samedi de le faire. Demain, pour vous la poster dimanche. Peut-être que vous aurez ce vlog que lundi, malheureusement. Voilà, parce que j'ai clairement pas eu le temps de m'en occuper cette semaine. Et bien sur cette magnifique conclusion, qui n'est pas réellement une conclusion... Mais sur ces magnifiques paroles, eh bien, je vais vous laisser là et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!